Je vais me présenter. Je suis le docteur André Quentin, pneumologue, service de pneumologie à l'Université de Sherbrooke. Ça fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Une présentation qui ne devrait pas dépasser 30 minutes, relativement courte présentation sur la fibrose pulmonaire idiopathique. Puis j'aimerais mettre l'accent sur la recherche qui devrait porter fruit par rapport aux nouveaux traitements qui seraient disponibles pour cette maladie, dont les traitements actuels en 2022 ne sont pas encore les traitements optimaux, bien que les traitements soient bons et que ce soit des traitements utiles. Il y a encore de la place pour de l'amélioration. D'où l'idée de faire cette présentation que j'ai appelée fibrose pulmonaire idiopathique à la recherche de meilleurs traitements. Juste un mot sur les différentes végétations que vous voyez à l'écran. C'est juste pour me rappeler de vous dire que l'arbre respiratoire est très semblable à un arbre qu'on peut retrouver dans la forêt. Donc, le système respiratoire est fait de bronches et d'alvéoles. Les bronches sont l'équivalent du tronc de l'arbre et des branches qu'on peut voir. Les alvéoles, c'est l'équivalent des feuilles. Et lorsque nos alvéoles et nos poumons sont en santé, et surtout quand on est plus jeune, c'est là qu'on a la meilleure souplesse, la meilleure capacité respiratoire, mais nos alvéoles pourraient ressembler beaucoup plus aux belles petites feuilles vertes du printemps. Et lorsqu'on est un petit peu plus âgé, ou surtout si on a une maladie qui affecte les alvéoles, dont la fibrose pulmonaire idiopathique, mais nos alvéoles vont avoir tendance à se cicatriser et ressembler davantage à une feuille qu'on peut retrouver à l'automne. Malheureusement, on ne renaît pas au printemps suivant, mais il y a moyen, peut-être avec les médicaments, de faire en sorte que le processus de cicatrisation de fibrose pulmonaire soit ralenti. Et c'est le but de la présentation. Alors, qu'est-ce que c'est une fibrose? Une fibrose, c'est un terme médical qui veut tout simplement dire cicatrice. On peut appliquer le terme fibrose à n'importe quel organe du corps. Donc, il peut y avoir une fibrose du foie, une fibrose des reins et une fibrose pulmonaire. Une fibrose pulmonaire, ça atteint les structures que je viens de vous parler, qui sont les alvéoles. De façon intéressante, la photo que vous voyez ici d'une feuille ressemble énormément à une photo d'alvéole. En fait, vous voyez toutes les petites septations qui pourraient être les parois de l'alvéole, des petites alvéoles. Puis les vénules que vous voyez être passées à travers la feuille ici, mais ça pourrait représenter les vaisseaux sanguins qui passent pour prendre l'oxygène et la petite branche et les différentes branches, ça représente les bronches qui vont apporter l'air vers l'unité alvéolaire pour que l'oxygène soit extrait de l'air puis que ça passe dans le sang. Donc, encore une fois, un parallèle avec l'apparence d'une feuille et aussi avec la fonction d'une feuille d'un arbre. Donc, cet alvéole, c'est le site de la cicatrisation dans la fibrose pulmonaire. Pourquoi j'insiste un peu là-dessus? C'est parce que souvent, on se fait demander pourquoi mon docteur n'a pas prescrit de pompe, d'inhalateur, mais c'est que les inhalateurs vont fonctionner sur les bronches, mais ne fonctionnent pas sur ce compartiment-là qu'on appelle les alvéoles. Alors, on le voit ici, une illustration plus réaliste de l'arbre bronchique où on voit la trachée, c'est la grosse bronche principale qu'on voit au centre, qui se divise en partie gauche, partie droite. Et ces bronches-là vont se diviser de plus en plus pour arriver à la fin, vers le bas de l'écran, où c'est illustré en jaune et c'est écrit alvéole. Ça ressemble à des grappes de raisin, mais ce n'est pas des raisins, c'est des unités des petites sphères qui sont remplies d'air qui proviennent des bronchioles ou des bronches terminales et qui sont irriguées par du sang veineux non oxygéné. Le sang veineux va venir prendre son oxygène, va quitter les alvéoles, va aller vers le cœur du côté gauche, le ventricule gauche, et après ça, le cœur va pousser ce sang-là dans tout notre corps et c'est là qu'on va se sentir bien. On va ne pas être essoufflé parce qu'on a assez d'oxygène pour faire les fonctions qu'on doit faire. Lorsqu'il y a une maladie des alvéoles, l'échange gazeux se fait moins bien. On peut ne pas avoir de symptômes au repos, mais lorsqu'on fait un effort, le sang passe un petit peu trop vite, puis on n'arrive pas à extraire l'oxygène à la vitesse qu'on a besoin, puis on peut manquer d'oxygène, ce qui fait qu'on a besoin de se reposer plus quand on monte une côte ou on monte des escaliers.
Alors, on a ici un agrandissement, c'est un diagramme qui reflète un peu la structure de l'alvéole, qu'on voit plus fort grossissement. Là, c'est la vue d'artiste, si on veut. On voit la bronche, la voie aérienne distale, elle est composée de cellules avec des noyaux. Il y a des cellules qui ont on dirait des doigts de gants. Là, c'est des cils qui peuvent capter les particules puis balayer les particules nocives vers la gorge. L'air va passer dans l'espace aérien et va avoir un contact minimal avec les cellules qui tapissent l'alvéole. Ces cellules-là sont couvertes d'une mince couche de liquide qu'on appelle le surfactant. C'est un concept que je ne passais pas beaucoup de temps. La dernière fois que j'avais fait ma présentation, je vous en avais parlé pas mal plus. Mais juste pour vous dire que s'il n'y avait pas cette mince couche de produit spécial, c'est un genre de savon qui s'appelle le surfactant. Si ça n'existait pas, il y aurait une très forte tension de surface, puis ça ferait en sorte que l'alvéole aura tendance à s'écraser sur elle-même et tout l'air se viderait. Donc, cette petite couche de surfactant est sécrétée par les grosses cellules qu'on appelle les types 2. Et ça, c'est une des premières cellules qui va être affectée dans la fibrose pulmonaire. Elle va être endommagée. Et si elle est endommagée de façon irréversible, bien, à ce moment-là, il va y avoir un processus de réparation qui va être imparfait. Puis il va y avoir ce qu'on appelle de la fibrose, la cicatrisation, au lieu d'une restauration de la structure normale de l'alvéole. Donc, là où on voudrait venir pour les traitements des gens qui ont de la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est un jour qu'on va être capable de restaurer l'architecture normale avec la sécrétion de surfactants puis toutes les cellules normales. Aujourd'hui, ce que je vais vous parler, puis où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui dans les traitements de la fibrose, c'est qu'on a fait un grand pas, mais c'est seulement pour ralentir la cicatrisation. On n'a pas réussi encore à avoir des médicaments qui vont restaurer l'intégrité complète. Mais on peut ralentir la maladie pas mal avec les médicaments qu'on a aujourd'hui. Puis ceux qui s'en viennent, on espère, vont pouvoir être encore plus efficaces, moins d'effets secondaires, puis avoir éventuellement des médicaments qui peuvent même restaurer l'architecture normale. Alors, l'oxygène que vous voyez ici, c'est représenté par O2 au centre de l'alvéole, va diffuser passivement vers les globules rouges qui sont illustrés en rouge. Les globules rouges se retrouvent dans des vaisseaux sanguins qu'on appelle des capillaires. Ces globules rouges-là, une fois qu'ils ont leur oxygène, vont faire leur voyage jusqu'au cœur pour être acheminés aux différents tissus dans l'organisme. Au passage, le plasma, qui est en blanc, va libérer le CO2, le gaz carbonique, qu'on va expirer. Et ça, c'est très utile parce que si on n'expire pas le dioxyde de carbone, le CO2, on va l'accumuler dans notre sang puis on va s'endormir parce que c'est un gaz qui est toxique, mais notre respiration nous permet de le libérer en même temps qu'on va capter de l'oxygène. Donc, c'est la fonction de l'alvéole. Quand on regarde un poumon normal, c'est la figure à gauche, le poumon normal va ressembler beaucoup à un genre d'éponge avec des petites alvéoles, des structures pleines d'air et de minces membranes que vous voyez à gauche. Et on voit également une section qui est plus comme une partie blanche. Ça serait une bronche qui va apporter l'air vers la périphérie et distribuer l'air dans toutes les petites alvéoles. Ce que vous pouvez moins voir, parce que ce n'est pas un très fort grossissement, c'est que chacune des membranes qu'on voit dans cette éponge ou cet espace alvéolaire-là est rempli de vaisseaux sanguins, des capillaires, qui, eux, sont remplis de globules rouges. Donc, il y en a beaucoup. Ça, c'est vraiment tout petit, mais juste dans cette photo-là, il y a énormément de sang qui passe. Imaginez des grands poumons dans le thorax, mais on a beaucoup, beaucoup de surface d'échange d'oxygène disponible. Ce qui veut dire qu'on peut perdre beaucoup de capacité avant d'être incommodé. Et c'est un des problèmes en fibrose pulmonaire idiopathique, c'est souvent les gens nous arrivent qui ont perdu une certaine quantité de capacité qu'on ne pourra peut-être pas récupérer. Les médecins travaillent pour essayer de dépister plus précocement et d'initier les traitements plus tôt pour essayer d'éviter d'en perdre trop de capacité.
À droite, c'est une image pas mal au même grossissement, mais là, vous voyez que l'image est très différente de celle de gauche. Ce qui est frappant, c'est qu'on peut encore voir des petites membranes, mais on dirait qu'il y a beaucoup plus d'air, puis c'est comme des trous. Puis les membranes, les minces petites membranes, elles sont beaucoup moins nombreuses. Ce qui frappe aussi, c'est la partie mauve. Tout ce qui est mauve, c'est l'épaississement, la cicatrisation qui s'est faite alors que l'alvéole tentait de réparer les dommages qui avaient été causés. Les dommages causés par quoi? On ne sait pas. C'est pour ça que ça s'appelle la fibrose pulmonaire idiopathique. Mais on a des petites idées, là, des causes possibles. Parmi les causes, une des causes qui semble être significative pourrait être la fumée de cigarette. Et malheureusement, même si on arrête de fumer une fois que la fibrose est installée, elle va continuer. Donc, une des choses à faire, s'il y a des gens que vous connaissez qui sont plus jeunes, qui fument la cigarette, c'est une autre raison de ne pas fumer. Mais il n'y a pas juste la cigarette. Tu peux ne jamais fumer de ta vie, puis tu vas avoir une fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, il y a des éléments qu'on ne connaît pas qui peuvent causer ça. Il y a aussi des produits toxiques comme la chimiothérapie, des fois, les traitements du cancer, la radiothérapie. Les gens qui travaillent dans la poussière d'amiante, par exemple, les gens qui travaillaient anciennement quand il y avait des mines d'amiante, ils pouvaient faire une fibrose pulmonaire par les dommages causés par l'amiante. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres causes aussi. Quand on a une forme idiopathique, c'est qu'on n'a pas trouvé de cause externe à la fibrose pulmonaire. On appelle ça idiopathique. Quand le médecin veut voir une fibrose pulmonaire idiopathique, l'examen qui lui est le plus utile et le moins invasif, c'est une tomodensitométrie du thorax, communément appelée un CT scan, un scan des poumons. Puis, normalement, sur un scan des poumons, on verrait des poumons qui auraient, ce serait une image plutôt noire, comme on voit ici. Mais là, sur cette image-là, le blanc qu'on voit, c'est normal, ça c'est le cœur qui est blanc. Ça, c'est l'aorte, la grosse artère qui sort du cœur. Ça, c'est la colonne vertébrale. Mais partout, il y a du noir avec des toutes petites lignes qui ressemblent à du rayon de miel, du nid d'abeille. Partout, on voit ça, c'est du poumon qui est cicatrisé. Puis cette image-là est souvent plus proéminente dans les bases pulmonaires. Donc, le médecin peut regarder partout, puis s'il voit qu'il y en a plus en bas, il va dire que c'est peut-être une fibrose pulmonaire idiopathique. C'est souvent juste en dessous des côtes. On appelle ça sous-pleural. Un aspect en nid d'abeille. Les bronches sont toutes étirées. Vous voyez ici les parties noires, c'est des bronches qui devraient être fines et non visibles. Puis là, tout d'un coup, on les voit très, très bien. Sont étirées par les cicatrices qui sont très élastiques, là, qui vont tirer sur le tissu des bronches. C'est pas ça ne donne pas de mauvais effet au patient, mais c'est juste que c'est un signe qu'il y a quelque chose d'anormal dans les alvéoles, une cicatrisation. Puis, pour dire que c'est une forme idiopathique, il ne faut pas qu'il y ait des signes d'une autre pathologie. Si vous avez des signes sur la radiographie qu'il y a beaucoup d'amiante, je donne ça encore comme exemple, c'est facile. L'amiante, elle se voit des fois par des plaques qui sont calcifiées, des plaques pleurales qu'on appelle. Bien là, à ce moment-là, vous n'appelez pas ça une fibrose pulmonaire idiopathique, vous appelez ça une amiantose. Donc, c'est un peu ce que le médecin va utiliser pour faire le diagnostic. Rarement, il va être obligé d'aller faire un prélèvement qu'on appelle une biopsie pulmonaire, mais en général, on est capable de faire le diagnostic sur l'imagerie. Rapidement, juste pour vous rappeler ce que c'est cette maladie-là, c'est une maladie qui n'est pas rare, mais ce n'est pas la plus fréquente, heureusement, mais il y a quand même pas mal de monde qui ont ça. C'est environ 20 personnes pour 100 000 qui font une fibrose pulmonaire idiopathique. Ça survient le plus souvent après la cinquantaine. C'est très rare et presque jamais vu chez des gens de 40 ans et moins. Donc, il y a un lien avec le processus du vieillissement. C'est une présentation clinique caractérisée surtout par un essoufflement qui survient à l'effort. Ce qui est fatigant, souvent, il va y avoir une toux qui peut être réfractaire. On a de la difficulté à la contrôler, cette toux-là. Le médecin qui écoute les poumons va entendre des craquements qu'on appelle des râles de fin d'inspiration. Parfois, les doigts peuvent être déformés. Le bout des doigts ressemble à des baguettes de tambour. On appelle ça de l'hypocratisme digital. Aux fonctions respiratoires, ça va créer des petits volumes pulmonaires
qu'on appelle un syndrome restrictif, donc il y a une restriction à l'entrée d'air. Et ça va aussi affecter la capacité de capter de l'oxygène. On appelle ça la capacité de diffusion. C'est un test que votre médecin va souvent faire, mesurer votre volume pulmonaire avec votre capacité de diffusion. Puis encore une fois, des anomalies qu'on retrouve à la tomodensitométrie sont assez caractéristiques pour soupçonner le diagnostic. Bon, déjà, je vais passer rapidement. Je vous ai déjà parlé des facteurs qui peuvent donner une fibrose pulmonaire. Bon, la fibrose pulmonaire, on pense qu'elle est souvent causée par un manque d'oxygène dans les cellules alvéolaires. Les cellules alvéolaires reçoivent leur oxygène de l'air. Puis, il y a probablement dans la fibrose pulmonaire une barrière au passage de l'oxygène. Cette barrière-là peut venir d'un dommage aux cellules épithéliales, manque de surfactant, puis l'alvéole s'écrase, puis il n'y a plus d'air qui rentre. Mais ça peut venir aussi, ça peut être associé aussi à une accumulation excessive de mucus. L'alvéole n'est pas censé avoir du mucus. Puis quand on fait une fibrose pulmonaire, il y a environ une personne sur deux qui a une variation génétique, on appelle ça un polymorphisme, qui fait que ces cellules produisent beaucoup plus de mucus qu'une autre personne. Donc, il y a quelques années, les chercheurs ont découvert que beaucoup de personnes qui ont la fibrose pulmonaire idiopathique ont une fragilité génétique pour faire plus de mucus. Et ça peut faire une couche qui va empêcher le passage de l'oxygène. J'ai mentionné déjà que l'âge peut être un facteur, la génétique. La fumée de cigarette peut être un facteur. La fumée de cigarette cause des dommages, puis ça peut induire la production de mucus aussi. Puis finalement, des expositions à des produits comme la chimiothérapie, radiothérapie ou des produits toxiques comme l'amiante. Certains médicaments, il y a plusieurs choses qui peuvent donner de la fibrose. Bon, je rentre dans le vif du sujet. La recherche va être faite pour essayer de trouver des meilleurs traitements, des traitements qui sont efficaces et surtout bien tolérés en fibrose pulmonaire idiopathique. Et comment ça se passe, la recherche? Bien, je vais commencer au début. Je ne vous ferai pas une longue présentation sur la recherche, mais j'aimerais ça sortir quelques éléments qui pourraient vous intéresser. Donc, la première chose, c'est qu'il faut comprendre la maladie qu'on est en train pour laquelle on veut trouver des médicaments. Parfois, il y a des maladies que c'est simple. On trouve le gène, on sait que c'est un seul gène qui cause la maladie, puis on trouve des façons de corriger ce défaut-là. Donc, même ça, je dis c'est simple, mais en fibrose kystique, qui est une autre maladie différente, ça a pris au-dessus de 30 ans avant qu'il y ait un médicament efficace. Donc, la recherche médicale, des fois, c'est long. Ça peut être encore plus difficile si on ne connaît pas le mécanisme ou les mécanismes qui mènent à la fibrose. Heureusement, en fibrose pulmonaire idiopathique, il y a beaucoup de gens des universités qui ont travaillé fort là-dessus et qui ont trouvé plusieurs mécanismes sur lesquels maintenant on peut travailler avec des médicaments pour corriger ces mécanismes-là. Donc, ils ont identifié des causes moléculaires, puis ont testé des solutions in vitro, puis ont trouvé certaines de ces molécules-là qui fonctionnent bien, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a certains traitements disponibles sur le marché. Il y a beaucoup de molécules, de cibles moléculaires qui ont été identifiées, mais qui ne sont pas encore, qui font pas encore l'objet de traitement parce qu'on est à l'essai clinique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore terminé leur investigation pour savoir si ça pourrait aider les patients. Une fois qu'on a découvert les molécules qui pourraient être intéressantes à amener chez les patients, on a des étapes qu'on ne peut pas éviter. La première chose, c'est qu'on doit savoir si nos molécules vont fonctionner dans des modèles de fibrose. On ne saute pas tout de suite de l'éprouvette avec une molécule à un patient. On ne donne pas ça comme ça. Donc, on va plutôt regarder ses effets sur des modèles. On va commencer souvent avec des modèles qui sont des cellules, soit des cellules qui causent la fibrose, ce qu'on appelle des fibroblastes, où on peut travailler sur des cellules qui couvrent l'alvéole, qu'on appelle les cellules épithéliales. Mais on va choisir un modèle. Il y a des gens aussi qui ont des modèles plus complexes. Ils vont faire ce qu'on appelle l'organoculture, là où la culture organotypique, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en culture plusieurs cellules de l'alvéole, puis ils vont s'arranger pour que les différentes cellules créent un modèle qui peut permettre d'examiner des médicaments qui pourraient corriger la fibrose. Donc, des modèles plus complexes, mais toujours in vitro.
Une fois qu'on sait que le produit semble bien fonctionner, il bloque les mécanismes qu'on voulait bloquer, les cellules semblent tolérer le traitement, les cellules ne meurent pas et tout ça. Avant de passer chez l'humain, on va nécessairement passer par des examens de toxicologie chez des animaux. Maintenant, c'est sûr que c'est malheureux d'utiliser des animaux pour faire des tests de toxicologie. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui se fait pour réduire au minimum la quantité d'animaux qui sont utilisés, mais il n'y a pas encore eu d'autres façons de vérifier sans passer par une épreuve de toxicologie chez l'animal avant de passer chez l'être humain. Mais il y a certainement beaucoup de façons de diminuer le nombre d'animaux qui doivent être utilisés. Mais pour l'instant, c'est encore une étape essentielle pour beaucoup de développement de médicaments qui n'ont jamais été testés encore chez l'humain. Donc, une fois qu'on sait qu'une molécule semble fonctionner sur la cible qu'on veut, ne semble pas être toxique chez un animal, cette molécule-là va passer maintenant à une de trois phases de recherche. La première, donc il y a des phases en recherche clinique. La recherche clinique, c'est quand on est rendu à faire de la recherche chez les humains. Puis en fait, je dis trois phases, mais il y en a quatre. Je vais mettre la quatrième phase de côté pour l'instant. Je vais plutôt tout parler des trois premières phases. Puis je vais commencer en vous disant comment ça fonctionne. Qui va décider que la molécule passe en phase chez l'humain, en recherche clinique chez l'humain? Bien, souvent, les molécules sont développées par des compagnies pharmaceutiques. Parfois, c'est des découvertes qui sont faites dans des centres de recherche clinique comme le CHUM à Montréal, le CHUL à Québec. Mais souvent, une fois qu'on trouve une molécule intéressante, la toxicologie puis les phases cliniques vont coûter tellement cher que les universités n'ont pas les budgets pour faire cette recherche-là, de faire les phases 1, 2, 3, puis même la phase de toxicologie. Donc, souvent, il va y avoir un brevet qui va être déposé, puis le chercheur et son université ou son centre de recherche vont négocier une licence avec une compagnie qui a de l'argent à investir, des investisseurs, puis eux vont mettre les sous qu'il faut pour faire les études de toxicologie et d'études cliniques, phase 1, 2 et 3. Un médicament qui pourrait faire toutes les étapes puis être mis sur le marché peut, de nos jours, facilement coûter plusieurs centaines de millions de dollars juste pour son développement. Puis plusieurs de ces médicaments-là vont échouer avant d'être mis sur le marché. Donc, des fois, on se demande pourquoi les médicaments coûtent si cher. Bien, une des explications, ce n'est pas la seule, mais une des explications, c'est les coûts dans le développement et la recherche qui sont pour chaque molécule de plusieurs centaines de millions de dollars. Puis, ce n'est pas tous des succès qui donnent des profits, donc les compagnies sont obligées de récupérer leurs investissements sur les médicaments qui réussissent à se rendre en clinique. Donc, on commence avec la première phase. C'est quoi une phase 1? C'est la première fois qu'un médicament, un produit, va être donné chez un humain. Donc, phase 1, il n'y a pas d'autre phase, on commence là. Donc, souvent, on va faire très peu de volontaires. Souvent, les profils de toxicologie chez l'animal sont très encourageants. On a des bonnes idées que ça ne va pas être nuisible aux personnes, mais c'est quand même une grosse étape. On passe la première fois chez l'humain. Les études de phase 1 vont parfois être juste faites sur une dizaine ou une douzaine de personnes. Et souvent, ce n'est pas des gens qui sont malades, malgré que tu peux faire une phase 1 sur des gens qui ont la maladie, mais ça peut être des volontaires sains qui vont accepter de se prêter à ça pour voir l'innocuité puis la tolérance. Puis là, on va y aller avec prudence. On commence une très, très, très petite dose. On surveille de près les volontaires. Des fois, ils sont dans une unité de recherche jour et nuit pendant une semaine, 2 semaines. Ils ne quittent pas parce qu'ils ont plein de tests et d'observations à faire. Puis, on va augmenter tranquillement la dose. Puis, on va voir comment c'est toléré. On va noter, est-ce qu'ils ont mal à la tête? Est-ce qu'ils ont des nausées? Est-ce qu'ils ont fait une réaction allergique? Des problèmes. Fait que tout ça, c'est noté. Si après, on passe à travers la phase 1, puis il n'y a pas de signal de dangerosité, c'est bien toléré, et souvent, les médicaments vont tomber tout de suite là. Mais si ça passe, on passe à ce qu'on appelle la phase 2. Dans la phase 2, classiquement, ça va être une petite étude, moins de 100 malades, mais là, on ne parle plus de volontaires sains.
Là, on a besoin de recruter des gens qui ont la maladie, donc la fibrose pulmonaire idiopathique dans notre cas. Puis le but de cette phase 2, premier but, c'est de continuer à s'assurer de la sécurité du médicament. Donc ça, c'est toujours le premier but dans toutes les phases cliniques, c'est la sécurité. Et deuxièmement, on va essayer de voir est-ce qu'il fait ce qu'on pense qu'il fait. Si c'est un médicament qui diminue la production de collagène, est-ce qu'on peut détecter une diminution du collagène dans nos études? Puis, on va essayer d'établir une dose ou une fenêtre de dose, peut-être limiter ça à une ou deux doses pour préparer la phase 3. Donc, la phase 2, on veut voir s'il y a un certain signal que l'efficacité biologique est présente. On veut essayer de déterminer en gros les doses qui seraient possibles de travailler. Et 3, s'assurer de la sécurité, puis des effets, puis de la tolérance. Si on réussit à passer à travers la phase 2, là, il y a beaucoup de médicaments qui tombent encore en phase 2, ça ne passe pas à travers. Mais celles qui passent de phase 2 vont passer à la phase 3. La phase 3, c'est encore une fois des études qui sont faites chez des gens qui ont la maladie, mais là, on passe à des populations qui sont beaucoup plus nombreuses, plus de 500 malades. On va avoir souvent un devis d'études, un design qui va avoir des gens qui vont prendre une pilule de sucre qu'on appelle un placebo, puis on va les comparer aux gens qui prennent une dose ou une autre dose. Puis on va les suivre pendant au moins 6 mois. Souvent, ça va être 1 an. Puis pendant tout ce temps-là, ce qu'on cherche, c'est plus seulement l'efficacité sur le cible biologique, mais on veut voir est-ce que ça change la qualité de vie des gens. Est-ce que les gens sont moins essoufflés? Est-ce qu'ils toussent moins? Est-ce que leur fonction respiratoire se stabilise? Est-ce que leur CT scan les stabilise? Est-ce qu'il y a des maux de tête, des nausées? Est-ce que c'est tolérable? Fait que là, toutes ces informations-là vont rentrer, puis ils vont donner un signal que oui ou non, on a un médicament qui est un succès, qui va pouvoir être mis sur le marché. Encore la phase 3, la majorité des médicaments vont tomber. Ils ne passeront pas à travers la phase 3. Et de quelques médicaments vont réussir à passer la phase 3 puis être mis sur le marché. Quand on veut mettre un médicament sur le marché, on doit consulter des autorités dans chaque jurisdiction, de chaque pays. On appelle ça des autorisés pour obtenir l'autorisation d'utilisation du médicament. Au Canada, notre autorité, c'est Santé Canada. Aux États-Unis, c'est la Food and Drug Administration, la FDA. Puis en Europe, c'est le European Medicines Agency, le EMA. Mais chacun, on a c'est des autorisations qu'on doit obtenir, sinon on n'a pas la permission de le mettre sur le marché. Ce que les gens vont chercher, comme Santé Canada, ils vont regarder l'innocuité, la sécurité, puis l'efficacité. Un bel exemple, c'est les vaccins pour la COVID. On a su bien longtemps qu'on avait des vaccins, mais ça a été un petit peu plus long avant qu'on ait accès aux vaccins. C'est parce que Santé Canada regarde les données attentivement pour être sûr que c'est sécuritaire, que c'est efficace, que le groupe d'âge qui est étudié, c'était le bon groupe d'âge et tout ça. Et ça demande du temps. Pour ça, des fois, qu'on est un peu frustré, puis on dit, mais les 12 à 18 ans devraient avoir leur vaccin. Pourquoi il n'est pas disponible? Nous, on a eu notre vaccin, ça va bien. Mais c'est parce qu'il faut que les études soient faites, puis il faut que les études soient étudiées en détail. Puis après ça, l'approbation va être donnée. Parce qu'une fois que l'approbation est donnée, il n'y a rien qui empêche un médecin de prescrire ce médicament-là. Donc, il n'y a plus autant de contrôle. C'est sûr que Santé Canada peut retirer son autorisation s'il voit qu'il y a des problèmes majeurs qui surviennent, et ça arrive des fois. Mais on espère que ça ne sera pas nécessaire. Ces imprévus-là qui pourraient arriver, qui a une toxicité qu'on n'a pas vue dans l'étude de phase 3, on va les reconnaître dans ce qu'on appelle une étude de phase 4. Une étude de phase 4, c'est tout simplement une étude d'observation des gens dans la vraie vie qui prennent des médicaments, puis on rapporte à Santé Canada les effets négatifs qu'ils peuvent avoir en prenant leurs médicaments. Puis là, s'il y a trop de cas qui reviennent avec le même problème majeur, Santé Canada peut retirer l'autorisation du médicament sur le marché. Donc, dans la fibrose pulmonaire idiopathique, ce processus-là a été fait pour, je vous dirais, plusieurs dizaines de médicaments. Malheureusement, il y en a seulement 2 qui ont passé à travers tout le système, qui sont sur le marché aujourd'hui.
qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent, le nintedanib ou le nom O5, qui est plus familier, le nom de commerce, puis la pyrphénidone, le nom commercial, c'est Esbriet. C'est les deux seuls médicaments approuvés à travers Santé Canada, le FDA, puis l'autorisation européenne pour traiter la fibrose pulmonaire idiopathique. En rouge, vous avez deux autres produits qui sont en étude présentement au Québec pour traiter la fibrose pulmonaire idiopathique. Et si vous êtes intéressé à participer à la recherche clinique de phase 2 ou de phase 3, vous pourriez être éligible pour participer à une étude clinique avec un de ces deux médicaments, même si vous prenez déjà des médicaments, parce que certaines études permettent d'avoir le O5 et l'Esbriet. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a d'autres médicaments qui sont rendus en recherche clinique, puis on espère qu'ils vont passer à travers toutes les étapes puis être sur le marché, peut-être avoir un effet meilleur quand ils sont ajoutés aux autres médicaments ou moins d'effets secondaires s'ils sont utilisés seuls. En noir, c'est des médicaments qui sont également en étude, mais pas nécessairement au Québec, mais qui ont déjà été étudiés, sont à différents niveaux précliniques ou cliniques à travers le monde. Donc, il y a quand même passablement de recherche qui se fait. Si jamais vous êtes intéressé à participer à des projets de recherche, vous pouvez écrire, contacter l'APQ, puis eux vont pouvoir me consulter, puis moi, je peux vous enligner à Montréal, à Québec ou à Sherbrooke sur les bonnes personnes pour participer à ces études. En conclusion, on connaît beaucoup de choses, beaucoup plus sur la fibrose pulmonaire idiopathique qu'on en connaissait auparavant, mais on n'en connaît pas encore assez pour guérir les gens. Pour guérir les gens, je vous dirais que ça prendrait une nouvelle science, la science de la régénération des tissus. Cette science-là est encore dans ses balbutiements. Mais il y a quand même beaucoup de choses intéressantes qui se font avec le génie génétique, les cellules souches, la médecine régénérative. On entend parler de ça, mais ce n'est pas encore prêt pour traiter les gens qui ont la fibrose pulmonaire-idiopathique. Là, pour l'instant, on se concentre sur les façons de contrôler et ralentir la fibrose. Les traitements qui sont approuvés pour la fibrose pulmonaire-idiopathique sont la pyrphénidone et le nintedanib, sont efficaces pour ralentir la progression. Mais comme je vous dis, on doit trouver quelque chose qui l'arrête complètement ou qui restaure l'alvéole. Puis enfin, plusieurs nouveaux médicaments sont en investigation pour traiter la FPI. Puis ces investigations-là vont avoir besoin de volontaires qui ont la maladie. Ce n'est pas nécessaire que tout le monde ait ce porté volontaire, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a une possibilité de vous enquérir de ces investigations-là, puis de voir si vous pourriez être des candidats potentiels. Alors, je vais arrêter là. Faire plaisir de prendre des questions. Merci de votre attention.